Donc voilà, voilà, ça c'est formidable. L'enregistrement également. Nous sommes très heureux, la CF, qui cette année a choisi pour son séminaire, avec sa déléguée Françoise Akoun et moi-même, de travailler sur le séminaire sur l'angoisse, sur la question de l'angoisse, un séminaire très riche. Et donc, Rodolphe Adam, qui a publié en son temps, il y a 20 ans, donc nous disions, c'était hier, un magnifique ouvrage, Lacan et Kierkegaard, et donc vraiment, il était tout choisi pour ouvrir ce séminaire, et il a bien voulu le faire, donc je l'en remercie, et je lui laisse tout de suite la parole. Alors, je l'ai présenté, un psychanalyste à Bordeaux, membre de l'ECF et de l'AMP, et enseignant à la section clinique de Bordeaux et auteur de deux ouvrages, comme je vous l'ai dit, celui sur Lacan et Kierkegaard et aussi sur l'étourdi avec Philippe Lassagna. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Eh bien, merci Elisabeth. Merci Françoise pour votre invitation. Et on m'entend bien, on me voit bien? Parfait. Bon, parce que j'ai mon texte qui est sur l'écran même, donc je dois réduire l'image pour pouvoir parler. Alors, comme ma petite vidéo introductive vous l'a dit, effectivement, je me suis demandé ce que j'avais à dire sur cette question, et puis eh bien, m'est revenu les travaux du passé dont j'avais moins parlé que la répétition. Donc ma première variation va être un petit point théorique, un petit point de référence de Jacques Lacan à éclairer dans ce séminaire L'Angoisse. C'est que vous avez, je crois, 5 ou 6 références quand même à Kierkegaard dans ce séminaire. Et comme j'ai pu le démontrer par ailleurs, à chaque fois qu'il a évoqué Kierkegaard, c'était toujours quasiment pour dire que Kierkegaard a raison. Donc ma première variation, eh bien, voilà, va être une question un peu historique, mais enfin bon, avec un enjeu théorique quand même pour penser l'angoisse. Les deux autres questions vont être un peu plus, comment dire, cliniques. La seconde sur une autre référence qu'on a travaillé dans un séminaire ultérieur, où il est question d'une autre définition de l'angoisse, où il est question du corps, et voilà, qui nous a beaucoup frappé quand on a étudié la troisième. Et puis, bah, pour terminer, peut-être, j'oserais peut-être vous choquer en vous disant que je vais vous confier mon point d'angoisse à moi concernant ce qui est plus qu'un malaise dans la civilisation, mais quelque chose qui prend la forme d'une mise en question sur son avenir radical. Et donc, je vais montrer l'actualité de ce que Lacan a déjà attrapé il y a 50 ans sous le vocable de l'angoisse du savant. Alors, ma première variation, voilà, bah, c'est la question, qu'est-ce qui fait que Lacan a fait référence à un certain Søren Kierkegaard, philosophe très singulier du 19e siècle, danois, penseur du religieux, du christianisme, grand mélancolique, théoricien lui-même de la mélancolie, théoricien des fameux 3 stades de l'existence, père, on va mettre avec des guillemets, de l'existentialisme, un monsieur qui n'a fait qu'écrire toute sa vie et qui a été amoureux d'une seule femme, la fameuse Régine, que vous pourrez voir évoquer 2 fois dans le séminaire 20, avec une allusion tout à fait étonnante à la question de l'autre jouissance. Et le dernier chapitre, le fameux chapitre sur les mystiques, se termine par Kierkegaard et son lien très spécial à une femme, très spécial parce qu'il ne l'a jamais connue sexuellement. Et puis, vous savez, il y a une énigme, c'est il s'est fiancé et il a rendu la bague. Donc Kierkegaard, c'est l'homme qui ne se marie pas. Et
Kierkegaard était aussi le grand adversaire de Hegel, beaucoup commenté, sur lequel s'est beaucoup appuyé tout un temps Lacan. Et petite formule que vous trouvez dans le séminaire 11, Lacan dit quoi de Kierkegaard? Le plus aigu des questionneurs de l'âme, avant Freud. Donc c'est pas de tout le monde qu'il a dit une chose comme ça. Kierkegaard meurt à 42 ans, on ne sait pas de quoi, dans un état un peu de persécution contre l'Église danoise, et précisément au moment où Régine quitte le Danemark parce qu'elle s'est remariée à un homme qui est diplomate. Donc il y a une légende sur Kierkegaard, il y a des mystères. Alors pourquoi cette référence? Bon, je vais essayer de l'éclairer un peu, de manière un peu simple. La référence, c'est que Lacan s'est appuyé sur cette chose-là. Kierkegaard a écrit un livre. Et au fond, c'est peut-être le premier philosophe, penseur, écrivain de l'histoire à parler de l'angoisse, à théoriser la question de l'angoisse, à la prendre comme question unique. Un petit ouvrage qui s'appelle, le titre est très important, je vous expliquerai une référence de Lacan dans l'angoisse. Le titre, c'est le concept de l'angoisse. Alors, pour situer les choses, à la psychiatrie actuelle, on pourrait dire Kierkegaard a dit un truc qui est dans ce livre. L'angoisse n'est nullement un signe d'imperfection. Alors, ça vous pose d'emblée la façon dont il attrape le phénomène. C'est pas pris dans une logique déficitaire. On va le dire nous comme ça. Elle fait signe d'autre chose, pour Kierkegaard, de totalement propre à la condition humaine. Et que l'homme a assumé d'ailleurs. Parce que vous savez que pour Kierkegaard, l'homme, ça n'est pas comme chez Hegel, une conscience de soi en devenir dans le processus de l'histoire vers l'avènement du savoir absolu. Ça, c'est Hegel. Kierkegaard, l'homme, c'est quelqu'un qui a à être un existant, ce sont des termes à lui, singulier, c'est un terme à lui, et qui est soumis à, moi j'ai appelé ça à un réel, à des réels. Il y a des termes chez Kierkegaard qui ont été traduits par réel quand même, et qui portent différents noms chez Kierkegaard. C'est la faute, c'est la contingence, c'est la répétition, et c'est l'angoisse. Voilà pourquoi j'avais appelé ça Kierkegaard, penseur du réel, selon Lacan. Alors, euh, effectivement, ériger l'angoisse au rang d'un phénomène qui fait vérité pour la compréhension de ce que c'est que l'homme, euh, ça n'est pas l'unique propriété de la psychanalyse. De Kierkegaard qui ouvre cette méditation jusqu'à Heidegger, il y a une place éminente qui est accordée à l'angoisse en tant que quoi elle est un nom, une figure du néant qui est propre à ce que Heidegger appelle le Dasein, l'être là, le fameux être là qui est celui de l'homme. Eh bien, le néant a une forme, un rien, c'est aussi traduit comme ça chez Heidegger par exemple, et qui saisit l'homme à son insu et qui révèle au fond la présence d'un au-delà de sa condition purement biologique, animale, et donc il est affecté d'une dimension qui est proprement métaphysique. L'angoisse, ça n'est rien de moins que ça, vous voyez? C'est la trace quand même que l'homme est homme. Voilà, bon. Euh, c'est intéressant de voir. Il y a le concept du rien chez Heidegger et il donne à l'angoisse le pouvoir de révéler l'existence elle-même. Le rien devient un objet d'expérience. Et même le rien de l'angoisse, eh bien, pour Heidegger, c'est même ce qui fait la différence. C'est quelque chose qui est bien de l'être, mais qui n'est rien d'étant. C'est la fameuse différence ontologique
entre quelque chose qui n'a pas de substance, de matière, et qui pourtant a de l'être. Bon, bref. Alors Kierkegaard, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais il écrit donc en 1844 ce livre, Le concept de l'angoisse. Vous ne verrez pas le mot Kierkegaard à l'intérieur, puisqu'en fait c'est sur la couverture du livre, parce qu'effectivement maintenant, mais il l'avait fait publier sous pseudonyme. Il a utilisé des pseudonymes pour beaucoup de ses livres. Et là, il s'appelle Vivilius Offniensis, et qui donc théorise dans son livre L'angoisse sous deux angles. La particularité de Kierkegaard d'attraper le phénomène doublement. D'abord, sa recherche est psychologique, c'est le sous-titre du livre, essai de recherche psychologique, et c'est simple éclaircissement psychologique préalable au problème du péché originel. Elle est psychologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, Kierkegaard se démarque un peu de la philosophie parce que il veut, comment dire, saisir un phénomène concret qui a quelque chose d'un peu impensable, c'est-à-dire qu'il considère comme irréductible à une pure appréhension logique. Ça nous intéresse déjà. L'angoisse, précisément, ce qui va rétorquer à Hegel, ça n'est pas de la pure définition qui règle le sort de la réalité sur du papier, comme il pouvait, c'est une formule qu'il pouvait le reprocher à Hegel. Donc Kierkegaard s'intéresse aux états que l'angoisse procure. Et de l'autre, il y a aussi, sa deuxième approche, c'est que, effectivement, il y a cette dimension métaphysique. Euh, alors, justement, cette deuxième dimension, c'est ce qu'il appelle la dogmatique, et ben, c'est que l'angoisse est impensable sans ce qui fait le péché originel. Ça, c'est pas du tout chez quelqu'un comme Heidegger, ça n'est pas du tout chez Sartre, donc vous voyez qu'il y a un truc chez Kierkegaard qui est pas comme les autres penseurs de l'existence. Et toute l'argumentation de Kierkegaard, c'est une réflexion sur l'événement que constitue la chute d'Adam. Pour Kierkegaard, c'est très important de penser cet événement, la fameuse chute d'Adam, non pas quelque chose qui est passé, qui est historiquement derrière, pour lequel aucun homme actuel, présent, passé, ensuite, après, n'est concerné. Donc il veut effectivement penser la question de ce qui se joue dans cette chute en faisant qu'elle se réitère à travers chaque homme. Et qu'au fond, chaque homme répète quelque chose du dilemme d'Adam avec la question de la tentation. Alors, il a des réflexions sur le fait que l'avant de cette chute, c'est un état d'innocence, mais qui n'apparaît qu'après coup, d'ailleurs, après l'acte du péché qui, la détruisant, l'a fait apparaître. Bon, au fond, pour Kierkegaard, dans ce qui se joue là, il y a tout un véritable procès un processus, procès au sens processus, de la subjectivation, du devenir sujet. C'est pas le terme sujet dans Kierkegaard, c'est le terme individu, qui doit en passer par l'angoisse. Bon, vous voyez quand même les résonances que ça prend sur pourquoi Lacan lit ça dans sa façon de mettre cet affect, le seul qui porte le titre d'un séminaire. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs que vous savez que donc l'année d'après, dans le fameux l'année d'après le séminaire L'Angoisse, c'est-à-dire quand il va commencer ce séminaire qui n'aura qu'une seule séance, le fameux séminaire interrompu, les noms du père, eh bien Lacan explique qu'il va mettre au travail Kierkegaard et un autre texte très connu qui s'appelle Crainte et tremblement, et qui est cette fois une réflexion sur pas la chute ou le dilemme d'Adam, mais celle d'une autre grande figure
qui est Abraham, et qui, lui, a à se confronter à la demande, au désir de Dieu jusqu'à l'absurde. C'est un terme de Kierkegaard, jusqu'au sacrifice, l'absurde du sacrifice. Donc, au fond, on voit que ce qui intéresse Lacan chez Kierkegaard, eh bien, c'est que l'angoisse est l'effet, au fond, de la confrontation du sujet avec l'autre divin. Et on pourrait dire, nous, on pourrait l'interpréter comme ça, et son qu'évoque. Donc vous voyez là les coordonnées qui vont amener effectivement à la fameuse définition de Lacan dans le séminaire angoisse, qui est l'angoisse, c'est le sentiment, ça a un rapport avec la question du désir de l'autre. Et de ne pas savoir quel objet on est et de ne pas savoir lire quel objet on est pour ce désir de l'autre. L'autre grand A. Alors chez Kierkegaard, ce grand A, c'est Dieu. Il y a un troisième point d'intérêt de Lacan pour Kierkegaard. On va dire qu'il est un peu conceptuel, un peu épistémologique. Donc, il concerne ce fameux titre, le concept de l'angoisse. Eh bien, Lacan a dit, vous trouvez ça au séminaire 10, quasiment dans les dernières pages, page 385. Je vais vous expliquer cette longue phrase. Lacan dit, car je ne sais pas si l'on se rend bien compte de l'audace qu'apporte Kierkegaard en parlant de concept d'angoisse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sinon l'affirmation que, deux points, et Lacan dit, où il y a la fonction du concept selon Hegel, c'est-à-dire quelque part symboliquement une prise véritable sur le réel, ou la seule prise que nous ayons, et c'est ici qu'il faut choisir, c'est celle qui nous donne l'angoisse, seule appréhension dernière et comme telle de toute réalité. Bon, c'est un petit peu ardu. Et au fond, il y a un problème, non pas avec l'angoisse. Lacan a l'air de nous dire qu'il y a un problème avec le concept de l'angoisse. Et Lacan nous dit qu'il faut choisir. Alors, il faut choisir au fond entre quoi? Eh bien, entre deux statuts du concept, l'un hegelien et l'un, on va dire, kierkegaardien. Et Lacan dit, vous l'avez entendu, le statut du concept chez Hegel, eh bien, c'est quoi? C'est la fameuse formule qu'on connaît, que le concept, c'est la chose. C'est-à-dire, le concept, c'est le meurtre. Vous avez ça dans Hegel. Le concept est le meurtre de la chose. Ce qui veut dire que euh, la chose est aspirée totalement dans le symbole, en vertu du principe, on a ça chez Hegel, que tout ce qui est réel est rationnel. Rien n'échappe au signifiant au fond. Et l'autre statut, eh bien, kierkegaardien, c'est le statut d'un concept. Le concept de l'angoisse, ça veut dire quoi chez Kierkegaard? C'est le concept de ce qui échappe au concept. Voilà. Et évidemment, vous voyez que là, cette dernière perspective, elle est évidemment celle que l'enseignement de Lacan va, au fur et à mesure de l'évolution de son enseignement, va dégager. Ça va être c'est la question du réel. Le concept de ce qui échappe au concept, c'est une définition du réel. Le réel, c'est un mot, c'est un concept qu'on utilise, mais justement pour dire quelque chose qui y échappe radicalement. Et donc, alors Jacques Alain Miller avait trouvé des endroits où il a évoqué ça d'ailleurs en disant bah, que le premier enseignement de Lacan, eh bien, c'était la subordination du réel au rationnel. Vous trouviez ça dans le texte La formation de l'analyste et dans la cause freudienne 52. La subordination du réel au rationnel. En clair, il n'y a pas vraiment de réel. C'est la toute-puissance du symbolique et la puissance ontologique du symbolique. Et
Par contre, Jacques Alain Miller dit qu'avec l'angoisse, eh bien, il y a un truc qui arrive, c'est l'inverse. Le réel se détache du rationnel. Kierkegaard a des formules, l'angoisse est ce qui ne se synthétise pas. Ça, c'est Hegel qui est visé. Et Hegel vise la synthèse hegelienne, on appelle ça. La pensée qui va surplomber les contraires. Et au fond, tout rentre dans une formule qui ramasse tout. Kierkegaard dit, l'angoisse, c'est ce que l'esprit ne peut abolir, ou encore récupérer sous l'égide de l'universel. Donc Jacques-Alain Miller ça c'est dans quoi d'ailleurs qu'il avait fait parler un peu Kierkegaard. Vous trouvez ça dans la nature des semblants d'ailleurs. Comment il fait parler le message de Kierkegaard, la protestation. Voilà, il fait parler Kierkegaard quelque part. Je ne veux rien savoir à ce sujet. Tu peux me démontrer que ton universel est capable de devenir particulier, Hegel. Tu ne peux rien contre ce qui est le fait de mon angoisse. Voilà. Eh bien, c'est qu'au fond, on va le dire en lacanien, dès Kierkegaard, l'angoisse, c'est ce qui objecte au pour-tout. Au pour-tout des mathèmes côté gauche. Alors, encore un autre point. Alors, bah, vous avez par exemple dans le séminaire L'Angoisse, c'est où? Ah, j'ai pas la page. C'est la séance du 21 novembre 62. 21 novembre 62, c'est au début. La vérité, c'est Kierkegaard qui la donne. C'est non pas la vérité de Hegel, mais la vérité de l'angoisse qui nous mène à nos remarques concernant le désir au sens analytique. Et donc, bon, Lacan s'embarrasse pas trop à évoquer tout ce qu'il y a dans Kierkegaard. Des fois, il ramasse ça, il faut passer des heures à tout déplier. Mais par exemple, voilà, là, il évoque Kierkegaard rappelle que l'interdiction de Dieu de goûter à l'arbre de la science fait naître le péché chez Adam. La défense divine retentit. Adam ne peut pas la comprendre puisque c'est la première fois. Donc il dit la tentation naît, la liberté s'éveille, pouvoir qui est et qui n'est pas, qu'Adam fuit et aime, c'est l'angoisse. Et là il donne une formule. Elle est le vertige de la liberté. Ça c'est très connu. Définition de Kierkegaard, le vertige de la liberté. Il y en a une autre d'ailleurs qui est le vertige du possible. C'est très clinique, le vertige du possible. Chez l'obsessionnel, par exemple. Choisir ça ou choisir ceci. Et ce petit moment d'indécision radicale, tout est possible, et on voit que le statut du possible, c'est quand même l'angoisse. Parce qu'il faut choisir. Le vertige, alors c'est intéressant, on verra plus tard, c'est que c'est après coup, avec ma deuxième variation, que j'ai revu la formule. Vertige est un phénomène corporel. Donc on voit quand même chez Kierkegaard, il y a une petite aperception de quelque chose qui vient toucher le corps. Et alors, au fond, là, cette petite conception, réflexion théologique, mais vous voyez que ça ne sert pas à aller à la messe, ça sert à comprendre qu'il y a de l'angoisse dans la question du choix et de ce qui est interdit et du désir. Eh bien, Lacan va dire dans ce séminaire, par exemple, euh, c'est quelle page? Je ne sais plus. Enfin, bref, Lacan dit un Dieu, ça se rencontre dans le réel. Tiens, c'est phrase marquante, c'est Éric Laurent, non, qui a commenté ça, je crois, aux dernières journées, ou, ou François Regnault, je ne sais plus. Un Dieu, ça se rencontre dans le réel. Comme tout réel est inaccessible, ça se signale par ce qui ne trompe pas, l'angoisse.
Ça, Lacan le dit. Ah ben non, c'est dans Les Noms du Père. Voilà. C'est dans le séminaire sur justement où il voulait commenter, il voulait lire l'Ancien Testament pour rattraper une autre phase du Père. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avec Kierkegaard, il y a quand même l'idée que la solution, dans le stade religieux, c'est la foi. La foi comme salut à l'angoisse. Il y a quand même chez Kierkegaard l'idée que le religieux, c'est le lieu d'une jouissance inédite, qui n'est pas tranquille. Il suffit de voir Abraham, mais il y a et qui peut faire chuter le moment de vertige. Alors ça correspondrait un petit peu aussi là, quand même, à ce que dit justement quasi à la toute dernière page du séminaire L'Angoisse, quand Lacan dit que il n'y a de surmontement de l'angoisse que quand l'autre s'est nommé. Grand A. Au fond, le sujet sort de son angoisse quand quelque chose du grand autre n'est plus dans cette fameuse indécision. Que suis-je comme objet A pour l'autre? La fameuse menthe religieuse. Vous vous souvenez de la métaphore dans le séminaire 10, mais qui est inventée dans le séminaire 9. Qu'est-ce qui va m'arriver en face de la menthe religieuse? Que suis-je pour elle? Et la sortie de ça, c'est il faut une nomination de l'autre, ou par l'autre d'ailleurs. Je vous évoque un dernier point d'appui que représente Kierkegaard pour Lacan, cette fois très clinique, parce qu'il faut que j'avance, 21h04, je vais parler quoi, une petite heure, qu'on ait le temps de discuter. Vous trouvez aussi à la fin du séminaire 10, page 383, vous voyez que c'est très concentré aussi sur la fin, d'ailleurs. Il y en a d'autres des références, mais c'est les plus intéressantes. Lacan nous dit, c'est bien aussi pourquoi Kierkegaard peut dire cette chose singulière et juste profondément, je crois, que la femme est plus angoissée que l'homme. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah, la question, c'est comment est-ce que Kierkegaard peut savoir un truc pareil? Alors, c'était le plus aigu des questionneurs de l'âme, comme disait, mais... Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, il en donne une, d'ailleurs, juste après, c'est qu'il dit que la femme est plus sensuelle que l'homme. Bon. Euh, Lacan, dans le séminaire 10, autre formule intéressante, c'est la leçon du 20 mars. Il va dire que Kierkegaard avait quelque chose de la nature de Tirésias. Et Lacan dit plus que moi, d'ailleurs. Bon, alors ça, c'est pas le sujet de ce soir, mais j'en ai écrit des pages, mais c'est au fond pour dire que c'est la référence dans le séminaire 20. Hein. La fameuse, et les fameuses deux références dans le séminaire 20 à Kierkegaard, c'est, pour le dire très simplement, je vous donne une clé de lecture, vous pourrez c'est que Kierkegaard avait une petite idée de la position féminine. Il y a une aperception dans son positionnement à lui, pas très phallique, on va dire, et puis dans son rapport à Dieu ou au grand autre quand même. Il y avait un petit côté autre jouissance. euh, euh, le rapport à Régine est non phallique. Sa philosophie, c'est une objection à la toutomie de l'universel. La toutomie, pour reprendre un néologisme de l'étourdi, la toutomie, c'est le mode de discours côté homme. C'est-à-dire, on parle en disant tout homme, c'est-à-dire, on parle sous l'égide de l'universel. Vous voyez? C'est le pour tout X. Ça, c'est Hegel. Et Kierkegaard, tout son combat, c'est contre ce pour tout, c'est il existe un. Voilà. Alors, je vous donnerai qu'une chose sur le savoir un peu troublant de Kierkegaard sur cette position féminine. Je suis tombé à la renverse en découvrant ça à l'époque où j'écrivais, il a écrit un petit livre qui s'appelle In Vino Veritas,
Kierkegaard, et qui est un banquet où il va être question de l'amour, mais non pas comme chez Platon de l'amour entre hommes, mais l'amour des femmes, pour les femmes. Et les personnages du banquet dans Kierkegaard sont tous des pseudonymes qu'il a inventés de chacun de ses ouvrages. Et à un moment, il y en a un bonhomme, Victor Eremita, qui dit un truc que j'ai trouvé stupéfiant, dont j'ai montré qu'effectivement, il y avait quand même des choses. Lacan n'y a jamais fait allusion, mais enfin, voilà ce que dit ce personnage. Le concept de l'homme correspond pleinement à son idée. Pour cette raison, on ne peut imaginer dans l'existence qu'un seul type d'homme, et rien qu'un. L'idée de la femme, au contraire, est une généralité qu'aucune d'entre elles ne parvient à épuiser. C'est pourquoi on ne peut épuiser la femme dans une formule, car elle est une infinité d'êtres finis. Et bien ça, mot à mot, c'est des formules du séminaire 20. L'homme se réduit à insignifiant, la femme non, etc., etc. Bon, alors ce qui lui fait dire à cette idée, pourquoi la femme est plus angoissée que l'homme, eh bien, Kierkegaard, dans son livre, dit, je vais faire une petite observation d'expérimentateur, mais imaginez, et il dit, si je me figure une jeune fille innocente et qu'un homme jette un regard de convoitise sur elle, elle sera prise d'angoisse. Et là, Kierkegaard imagine la situation inverse, justement pour appuyer sa thèse d'une espèce de sexuation féminine de l'angoisse. Et il dit, une femme jetant un regard de convoitise sur un jeune homme innocent, l'émotion de ce dernier ne sera pas l'angoisse, tout au plus une pudeur mêlée de répugnance, justement parce qu'il est davantage déterminé par l'esprit. Bon, alors, effectivement, qu'en penser? Kierkegaard dit que ça n'est nullement synonyme d'imperfection féminine, mais il explique en disant que la différence au fond entre les deux, c'est que, comment il dit ça, dans l'angoisse, la femme cherche en dehors d'elle son appui. Bon, alors Lacan, comment il attrape ça? C'est aussi toujours dans le dernier chapitre, en disant, avec la question de la castration, que l'affaire est faite, elle est plus chez la femme, donc elle est plus tranquille avec l'affaire de la castration. C'est bien ce qui fait son lien plus spécial au désir de l'autre pour une femme. Bon, et après, là, il y a une petite critique en disant, quand j'ai dit le désir de l'autre, c'est le désir avec un grand A. Il se peut que cet hôte s'incarne pour la jeune fille à un moment de son existence en quelques galvauds d'eux. Cela n'a rien à faire avec la question que j'ai soulevée la dernière fois. Voilà, une critique de Lacan à l'égard de Kierkegaard. Et vous remarquerez que dans la critique, il ne nomme pas Kierkegaard. Et on a bien compris. S'incarne pour la jeune fille à un moment de son existence avec quelques galvauds d'eux. C'est que le désir de l'autre, grand A, ne se figure pas par le désir d'un autre petit a. Bon, voilà pour ma première variation. Je vous ai donné, je crois, les grands points qui font pourquoi Lacan s'est appuyé sur Kierkegaard. Le deuxième point, donc, il est proche de nous, il est donc plus proche. Euh, c'est donc la troisième séminaire dont j'avais fait avec quelques autres commentaires il y a quelques années, et on était tombé sur cette formule. Donc je vous donne la pagination. Maintenant vous l'avez, Jacques-Alain Miller l'a sorti dans un petit recueil tout seul avec, je sais plus, un autre texte, je crois. Mais à l'époque, on pouvait le lire édité dans la cause du désir, la cause freudienne 79, page 29.
Et Lacan dit, donc, il parle à Rome, c'est la troisième, on est en 74. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il y a de frappant, c'est que, à ce malaise dans la civilisation, le corps contribue. De quoi avons-nous peur? De notre corps. L'angoisse, justement, se situe ailleurs que la peur dans notre corps. C'est le sentiment, l'angoisse, c'est le sentiment qui surgit de ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre corps. L'angoisse, c'est le sentiment qui surgit de ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre corps. Et il rajoute, c'est une peur de la peur. C'est quand même très interloquent. Il fait une interview à la revue Panorama juste après, d'ailleurs. Vous pouvez aussi voir dans je ne sais plus quelle cause du désir. Et il parle très simplement de choses comme ça. L'angoisse, c'est la peur de la peur. Et il dit même, l'autre lui demande, le journaliste, pourquoi on va en analyse? Et il dit parce que les gens ont peur. Très curieux comment il y a d'un seul coup un retour sur la scène de la question de la peur. Bon, on se rappelle la distinction que Lacan martèle dans son séminaire entre angoisse et peur, euh, qui est un petit peu déjà chez Kierkegaard, l'angoisse n'est pas rien. La peur, peur d'un objet, l'angoisse, on ne sait pas de ce quoi on s'angoisse, il n'y a pas d'objet à l'angoisse. Bon, Lacan rajoutera, il n'y a pas d'objet conscient, il n'y a pas d'objet de ce monde, il y a bien un objet à l'angoisse, mais il est derrière. C'est l'objet cause du désir. Donc là, on a une nouveauté dans cette formule 74, c'est le lien entre la peur et le corps. Ce qui m'a rappelé que il avait déjà fait ce lien, Lacan, très tôt, dès 1936, dans un texte des écrits qui s'appelle L'agressivité en psychanalyse. Bizarrement, c'est la première référence de Lacan à Kierkegaard, dès 1936. Vous trouvez ça dans les écrits. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Il demande quelle est la plus grande peur de l'homme? Eh bien, Hegel a répondu, c'est la mort, qu'il appelait le maître absolu. Eh bien, Lacan lui disait pas du tout. Avec Freud, d'abord, la mort, elle n'est pas représentable, donc on ne peut pas avoir peur de la mort. La plus grande peur de l'homme, c'est, Lacan dit, la crainte narcissique de la lésion du corps propre. La peur, c'est, quand on pense à la mort, non, on pense au corps. J'ai travaillé au début de ma carrière en soins palliatifs. C'était pas vraiment la mort qui faisait peur, c'était la douleur. C'était l'atteinte, la blessure du corps. Et donc, là, on a une espèce de réduction de l'angoisse, justement, au sentiment d'être réduit à un corps. Je me suis dit, on est en 74, ben d'ailleurs, ça va dans le sens de l'enseignement de Lacan qui va vers le fait de définir le symptôme comme un événement de corps, même quand c'est un symptôme d'un trouble de la pensée chez l'obsessionnel. L'événement de corps, l'événement de jouissance. Et d'ailleurs, c'est où ça? Jacques Miller avait dit qu'au fond, le séminaire l'angoisse, quand même, euh, il montre que dans la structure du langage, eh bien, il y a quelque chose qui ne peut pas être réduit au signifiant et qui est assimilé grossièrement au corps comme vivant. Où est-ce qu'il dit ça? J'ai plus la référence. Je suis désolé. Alors, cette peur de la peur, euh, ça s'entend dans la clinique, j'ai peur d'avoir peur. Euh,
fond, ça confronte à cette peur de la peur. En 74, c'est être réduit à son corps, c'est quoi? Ben, ça peut être le vacillement de la consistance mentale du corps. Le tout dernier enseignement de Lacan, le corps, c'est pas du tout l'imaginaire du miroir. C'est une consistance mentale. Et donc, alors, la phrase, je prétends pas. Vous avez vu, il dit c'est le sentiment né du soupçon. Et c'est quand même comme s'il y avait quelque chose de l'incertitude, d'une suspicion, mais qui a un flou. Alors, au fond, ce soupçon de réduction, on pourrait dire que ça s'appelle le soupçon d'un dénouage, ou d'une dissolution de l'unité corporelle de l'homme. Et qui a quand même, dans ces années borroméennes, la consistance de l'imaginaire, c'est quand même ce qui donne une prise sur le monde, sur la représentation elle-même. Euh, Dans Télévision, même année, page 537, vous avez une formule qui dit le sujet de l'inconscient embraye sur le corps, quand même. Alors, je me suis dit, comme il disait, on n'est pas un corps chez l'être parlant, on a un corps, et bien une conséquence de ça, c'est que il puisse y avoir ce sentiment d'y être réduit. Est-ce que ce ne serait pas une clé de... C'est surtout des questions que je vous amène, hein. Est-ce que ça ne serait pas une clé de lecture de certaines phobies, par exemple? Les phobies modernes, de la civilisation moderne. Être coincé dans une voiture, sur un pont, par exemple. Le supermarché. L'angoisse au supermarché, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est... là, c'est pas la dissolution de l'image, c'est plutôt être réduit à son corps, c'est-à-dire le surgissement du corps pulsionnel. L'appel à consommer, l'appel à la pulsion orale, l'appel à se gaver. Enfin, voilà une autre hypothèse. Être réduit à son corps. Dissolution, surgissement du corps pulsionnel, mise à terre des semblants, euh, l'orifice pulsionnel surgit, quoi. Bon, voilà, c'est surtout des petites ouvertures, hein, Ça m'amène sur ma troisième variation. Vous me voyez venir avec cette affaire de supermarché. Le supermarché répond parfaitement à la question de l'angoisse, c'est le manque du manque. Un supermarché qui n'est pas un supermarché soviétique des années 70, un supermarché américain, français d'aujourd'hui. Un supermarché qui déborde, un supermarché où il y a du trop, le manque du manque. Bref, alors le dernier point, eh bien l'angoisse du savant et surtout l'angoisse au fond d'un monde inhabitable. Et là, l'angoisse, elle est spécifiquement liée à l'actualité. Donc Lacan la saisissait dès les années 70. C'est dans cette même année et à ce même moment que Lacan parle de l'angoisse du savant, au fond devant quoi? Ben, la toute-puissance destructrice de ce dont il est le moyen, on va dire, c'est-à-dire du discours de la science, des produits du discours de la science. L'angoisse devant l'autonomie proliférante du discours de la science. Le caractère, son inarrêtabilité de la science, de la technoscience, pourrait-on dire, d'ailleurs. Alors, voilà une question que j'ai beaucoup travaillé aussi écrit, donc je vous en fais un petit condensé. C'est la dernière question, c'est du séminaire L'éthique. Le séminaire L'éthique se termine par une question, que veut la science? On est en 60. Que veut la science? Et il répond, qu'est-ce qu'elle veut quand elle aura mangé le livre de la nature, qu'elle l'aura mangé.
Et on est en 1960. Dans le séminaire, il y a un endroit très précis où il pousse un cri d'alarme, je le dis, je l'ai écrit, par rapport à la bombe atomique. Et il pose la question, avons-nous franchi la ligne? Vous verrez ça dans le séminaire 7. Un moment très vif où il est possible que l'humanité se fasse littéralement exploser au vu de la guerre froide de l'époque, hein. Dans l'Iturater, donc on est juste avant la troisième, qu'est-ce qu'il dit? La physique moderne est devenue un symptôme sous la forme de quoi? De la pollution. En 70, les intellectuels qui parlaient de ce genre de choses, de l'environnement et de la pollution, il n'y avait pas beaucoup, hein. Et je vous en rajoute même encore une formule, il y en a beaucoup, pour vous dire l'hypothèse. C'est pour ça que le numéro de Mental, il y a quelques années, on avait choisi, et Virginie Leblanc avait très bien fait, écologie lacanienne. Le numéro de Mental 46. Eh bien, Lacan, dans une des conférences de Milan, dit les analystes, ils disent qu'ils sont là quand on a une crise, crise qui peut vraiment mettre la question de savoir, du savoir sur la sellette, d'une façon telle qu'on ne voudrait plus rien savoir, enfin, que l'espèce humaine en finirait avec cette chose dont elle ne s'est jamais occupée, à savoir la Terre. Alors, voilà ce qui, moi, m'amène à la question de la catastrophe climatique environnementale actuelle. Et la légitimité d'un psychanalyste à parler de cette question, que je me pose souvent, bah, elle est quand même triple. La première, c'est que je viens de vous donner quelques-unes des réflexions. Un lecteur de Lacan ne peut pas voir que Lacan a parlé de ce genre de choses. La seconde, eh bien, c'est que rien de ce qui est humain ne concerne pas la psychanalyse, et le réchauffement climatique est humain. Donc la jouissance de l'être parlant d'aujourd'hui est bien dans l'affaire. Et puis, dernier point, eh bien, au psychanalyste, on lui en parle de plus en plus. Alors, un mauvais mot circule depuis des années, d'éco-anxiété, mais on n'est plus à être anxieux. Les choses vont plus loin que ça. Les modes de vie, les modes de jouir sont mis en question. Euh, L'avion, pas l'avion, les vacances où, comment manger, comment se chauffer, comment se déplacer. Tout ça fait l'objet désormais soit d'un déni radical, soit au contraire d'un questionnement, d'un chiffrage. Rappelez-vous qu'en 92, au moment du sommet de la Terre, eh bien, le père George Bush père avait déclaré: le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Donc, ça a bien un rapport avec le mode de vie, c'est-à-dire le mode de jouir. Autre question de l'angoisse possible au jour d'aujourd'hui, faut-il avoir des enfants? On l'entend de plus en plus, de ne plus vouloir d'enfants. Au vu de ce qui s'annonce et au vu qu'avoir un enfant, c'est le meilleur moyen pour avoir une empreinte écologique, une empreinte carbone forte. Euh, Autre exemple de ma clinique, les choix de vie de ces jeunes qu'on appelle des bifurqueurs, qui sont plus connus quand ils ont des postes et des diplômes de grandes écoles et qui ensuite refusent d'aller vers les professions où ces grandes écoles les attendent, au nom justement d'un refus d'incarner un système d'une certaine prédation terrestre qui va dans le mur. Bon, je ne vais pas continuer les exemples, vous donner un exemple d'un couple, d'un monsieur qui vient me voir parce qu'avec sa femme, ça ne va pas du tout. Lui se dit décroissant et restrictif et elle
se dit somptueuse. Et donc, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, et dès la fête de mariage, c'était déjà la bagarre, faut-il choisir un château ou faut-il choisir une petite salle des fêtes? Bon, alors la situation, je prends 3 minutes pour vous la dire. Vous le savez, chaque été, ce sont des pans entiers, de pays entiers qui partent en fumée. La célèbre formule de Jacques Chirac, la maison brûle, n'est plus une métaphore. La question, c'est que la question de l'eau devient cruciale. D'un côté, l'eau douce, qui est 1% de l'eau sur Terre, se raréfie. C'est qu'à Barcelone, à Rome en été, à Montevideo en Uruguay, on ne consomme plus d'eau comme on veut. C'est une ressource qui devient précieuse. Et à l'inverse, la mer monte. Donc vous savez que très précisément, des pans entiers d'espaces habités considérables sont amenés à disparaître à l'horizon 2050. À Marseille, on est plus tranquille puisque c'est une mer fermée. À Bordeaux, à Nantes, les Pays-Bas, Venise, non pas Venise, enfin si Venise, mais c'est spécial. New York, Miami, les choses sont pour 2050 très inquiétantes. Il suffit de voir les cartographies prévisionnelles du GIEC sur Internet. La question de la migration climatique et de populations entières qui vont perdre leur lieu de vie. Chaque année est la plus chaude que la précédente. Donc il semble que l'emballement de notre biosphère, qui était tant redouté par les climatologues, semble avoir commencé, hein. Alors, au fond, bon, les biologistes parlent d'une, vous savez, d'une sixième extinction depuis quand même 400 millions d'années, au vu à laquelle la biodiversité et le vivant est en train de disparaître. Qu'est-ce qui donne l'indice que quelque chose est en train de s'accélérer? L'empreinte écologique de l'humanité sur les ressources du globe. Vous savez qu'elle a été modélisée par une ONG qui définit le temps que l'humanité met à consommer ce que la nature peut régénérer sur une seule année. Eh bien, en 1970, ce qu'on appelle, maintenant les médias en parlent, le fameux jour du dépassement, où on a dépassé ce que la nature produit sur une année. Eh bien, en 70, c'était au 29 décembre qu'on avait tout consommé. Eh bien, vous savez qu'en 1922, c'est au 28 juillet que les stocks de la planète sont épuisés. Donc ça fait un petit calcul très simple qui fait qu'il faut l'équivalent d'1,6 planète pour assurer aujourd'hui la consommation annuelle de l'humanité, en ressources tout confondues. Bon, et ça évidemment, ça passe sur le fait que les États-Unis consomment 5 planètes, nous c'est 3, et puis les 2 tiers du globe ne consomment quasiment rien. Donc, je crois, alors là c'est pas le manque du manque, mais la finitude des ressources terrestres, qui est, qui est enfin, le point aveugle de l'économie moderne, euh, de l'économie globale moderne, pas celle de Éloi Laurent, vous savez, fils d'Éric Laurent, qui est économiste de la décroissance, il travaille beaucoup de cette affaire. Ça avait été annoncé dès 1972 par le fameux Club de Rome, dont les estimations sont absolument 50 ans après pertinentes sur ce qu'ils annonçaient. Bon, c'est le point nodal, crucial d'un manque réel qui est en train de se faire jour. Les réserves d'énergie et tutti quanti, et le pétrole, et je passe. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les modes de jouissance contemporains, au fond, sont formatés par le discours capitaliste. Et là aussi, dès 1969, séminaire 17, Lacan en précurseur note un certain écrasement du désir humain dans les sociétés modernes par le cumul des fameuses latouses, des gadgets. L'objet A, cause du désir, est noyé sous une pluie d'objets, comme disait Jacques Alain Miller. La pluie d'objets
du discours capitaliste. Donc il y a une responsabilité du discours capitaliste alliée à celui de la science sur la prédation planétaire. Et c'est ça d'ailleurs que j'évoquais dans la vidéo, qui fait que c'est avec le terme d'anthropocène pour qualifier le fait qu'il y a une modification de la teneur de l'atmosphère et du climat depuis l'apparition de la machine à vapeur, etc. Il y a des gens qui réfléchissent, mais c'est pas depuis l'anthropos, c'est depuis l'apparition du discours capitaliste. Donc c'est pas l'anthropocène, c'est le capitalocène. Donc vous voyez les freins colossaux qui existent au fait de réfléchir à une réforme de notre système économique et d'une décroissance qui est inévitable. Donc je terminerai. J'ai fait sur deux points, au fond, qui peuvent s'en déduire, c'est que, pour reprendre une formule de télévision, c'est l'égarement de la jouissance au XXIe siècle. Égarement parce que dans les pays modernes, égaré à démultiplier les objets A, c'est la ruse du discours capitaliste quand même, de faire croire que le manque à être peut s'éponger, peut se combler avec un désir d'avoir. C'est ça la ruse. La campagne de l'astuce du discours capitaliste, c'est de croire que la division du sujet est effacée par le fait de gaver un sujet en portable, en jeu vidéo, en basket Nike, etc. Eh bien, la psychanalyse peut dire que, effectivement, voilà, enfin, l'égarement de cette jouissance, là, ça va nous confronter à un travail de la privation, de la perte. Euh, Elle pourrait aussi rappeler, la psychanalyse, qu'au fond, la cause du désir, elle n'est pas réductible aux objets plus de jouir. Version discours capitaliste. La cause du désir n'est pas réductible aux objets à l'obsolescence programmée. La psychanalyse, elle dit une chose, c'est que de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. De notre position de gouvernant aussi, nous sommes toujours responsables. Enfin, on sait ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en ce moment. Et donc, je terminerai en posant la question, justement, de comment affronter l'énormité de ce qui vient avec les enfants de ce 21e siècle, sans céder à l'angoisse, sans écorner un désir qui soit vivant. Je vous remercie. Eh bien, c'est nous qui vous remercions, Rodolphe Adam, pour cette passionnante conférence, extrêmement riche aussi, pour nous mettre au travail. Donc, on va être quelques-uns là à poser des questions et peut-être pour commencer un peu comme ça, j'ai envie de réagir à votre propos, mais bon, extrêmement riche, hein. Euh, bon, peut-être pour commencer par la fin, bien que ça soit vraiment des questions contemporaines là qui nous confrontent effectivement à une certaine angoisse. Euh, on pourrait même se dire que là, on voit bien que l'angoisse, c'est quand même un heureux signal. Puisque Absolument. je ne sais pas si effectivement outre-Atlantique, là, le président fait preuve, enfin, c'est plutôt surtout ne pas s'angoisser. Alors, Exactement. Absolument. elle a quand même des vertus, l'angoisse, hein. C'est vrai que les patients s'en plaignent. Bon, si on n'avait pas un petit peu l'angoisse au moment de traverser la route, on ferait pas, enfin, on n'irait pas bien loin. Donc, on voit quand même que c'est important. On voit aussi que finalement, on est en train de creuser notre propre tombe et que donc on n'échappe pas au trou, à quelque chose de cet ordre-là. Et il a beau être comblé par tous les objets, effectivement, de la science et de la consommation, le trou, on n'y échappe pas. Et nous, lacaniens, psychanalystes et lacaniens, c'est un point très important pour nous. Et justement, tout tourne autour de ça. Enfin,
de nombreuses formulations que vous avez et l'appui, semble-t-il, donc de Lacan sur Kierkegaard tourne autour de ce qui va être au-delà du signifiable, enfin, tout ce qui peut se signifier par le symbole. Il y a un au-delà. Euh, et donc, il y a quelque chose, voilà, qui se manifeste. Alors, que ça soit, je ne vais pas être très longue, mais il y a deux formules qui m'ont arrêté, qui m'ont intéressée particulièrement. Concernant le rapport de la femme, des femmes à l'angoisse, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est peut-être aussi justement à rapprocher, en tout cas, ça me vient d'une forme de proximité justement avec le réel pour les femmes, moins embarrassées de l'organe et du concept peut-être, enfin qui auraient un accès comme ça plus direct à cette dimension réelle, à ce qui échappe du fait de leur condition de femme, ce qui échappe au signifiant cette autre jouissance. Alors, il m'est revenu, mais alors c'est quelque chose que j'ai pourtant recroisé dernièrement. Évidemment, je ne sais pas où, mais quelque part, Lacan dit que pour une femme, le désir d'un homme, c'est angoissant. Ça m'est revenu, Oui, Lacan. oui, Alors, je ne sais plus où ça se situe, oui. mais ça m'est revenu. Ça me semble peut-être intéressant. Je ne sais pas si vous pourrez bon, si ça éclaire un peu ce que vous nous disiez sur ce rapport des femmes à l'angoisse, mais il m'est revenu ça. Et c'est peut-être pas sans lien avec ce que vous avez dit aussi de l'angoisse comme la crainte de se réduire à un corps, et donc à quelque chose, mais ça serait le corps versus le corps jouissant, le corps pulsionnel, le corps, c'est quand même de ce corps-là qu'il s'agit. Je trouve qu'on en a aussi pas mal d'exemples dans la clinique, hein, de patients qui font les Mhm. angoisses sous cette forme. Effectivement, c'est pas la mort qui les angoisse, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se manifeste dans le corps et là, ça vient se fixer, se localiser pour eux en même temps. C'est quelque chose qui vient se déposer dans le corps, mais c'est bien quand même aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est à rapprocher dans ces phénomènes cliniques de l'angoisse comme se réduire à un corps. Voilà, donc voilà un petit peu mes réflexions. Je ne sais pas si ça vous donne envie de votre côté de réagir et puis en attendant que d'autres collègues prennent la parole. Ouais. Ben merci Elisabeth pour ces réflexions. Absolument, c'est pour ça que le terme d'éco-anxiété est nul. Ça pathologise le fait qu'il faut effectivement être angoissé et que c'est plutôt le fait de ne pas l'être qui est plutôt terrifiant. Et c'est ce qui malheureusement est en train de se passer et on va en reprendre pour 4 ans. Tout va être mis en échec, enfin bon, etc. Donc, absolument, l'angoisse comme heureux signal qui fait qu'il y a une certaine ouverture au réel de ce qui se passe, quoi, hein, de ce qui arrive et du fait que chacun, au fond, est un peu concerné par... Et d'ailleurs, j'avais écrit, je ne sais plus dans quel texte, que il me semblait peut-être que l'été 2022, rappelez-vous, qui a été celui de la canicule, qui a semblé dans les médias, après certaines prises de décision politiques, semblait comme un signal d'alarme sur le fait qu'il fallait prendre les choses, accélérer le fait de prendre les choses à bras-le-corps sur la question du bouleversement climatique et environnemental. Et c'était quoi? Ben, précisément au moment où les corps suffoquent. C'était justement je me disais, mais au fond, qu'est-ce qui, parce que je vous en donnerai plein des exemples de gens qui demandent, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Pourquoi il y a tout un tas de choses qui se font, d'initiatives, mais enfin, globalement, si on veut enrayer les 1,5 degré d'augmentation, et on est très mal parti, et ça va pas du tout. Il n'y a pas de transition énergétique du tout. Il y a des rajouts d'énergie alternative, mais on n'arrête pas du tout
les énergies carbone, dont il faudrait tout de suite arrêter c'est ce que disent les spécialistes. Euh, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Et alors, moi, je me suis dit cet été-là, bah, au fond, voilà peut-être quelque chose qui touche, qui fait passer à l'acte, prendre une décision. C'est justement quand le corps, on est réduit à son corps. Et quand ça brûle de partout. Et quand les gens fuient leur résidence de vacances parce que c'est plus supportable. Et parce que et c'est ce qui va se passer. Enfin, ça va être par à-coup systématiquement comme ça. Bon, bref. Et alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est que par rapport au discours de la science, elle nous promettait le bonheur par le progrès. Maintenant, c'est frappant que la science promet le malheur. Et le GIEC, les scientifiques qui sont au GIEC, il y en a beaucoup qui témoignent du fait ils ne savent plus comment faire. Parce que annoncer le malheur, annoncer le réel, ça présuppose de parler. Et ils ne savent pas comment on fait pour avoir une parole qui touche, une parole qui porte à conséquence. Est-ce qu'il faut effrayer les gens? Est-ce qu'il faut culpabiliser les gens? Est-ce qu'il faut intéresser les gens? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne sait pas s'il y a une juste façon de. Et puis, il suffit que Trump soit réélu. Et là, vous voyez que maintenant, c'est même plus que ça. C'est le personnage scientifique. Ça, c'est du nouveau par rapport au temps de Lacan. Le personnage scientifique est pourchassé, est criminalisé. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe là sur. Il n'y a qu'un pays, un régime fasciste qui fait ça. Les chercheurs américains ne doivent plus utiliser le mot réchauffement climatique. Et ils n'ont plus le droit de parler. J'entendais d'ailleurs, c'était un professeur de Marseille qui disait qu'avec ses collègues américains, ils n'osent même plus parler eux-mêmes. Donc, c'est un autre discours. Le discours du maître qui commande, n'a plus le discours de la science dans sa poche. Il y a quand même quelque chose qui change radicalement avec la folie trumpiste, hein. Quand il expliquait devant le docteur Fauci, devant les caméras, que un peu de lumière sur le corps ou un peu d'eau de Javel enlèverait le virus, vous vous rappelez? Et l'autre, il faisait des pieds et des mains pour pas tomber dans les pommes devant les caméras, parce qu'on entendait un type délirer littéralement, mais n'avoir aucune prise par rapport au discours de la raison, et n'être absolument pas culpabilisé par le fait de dire des choses totalement fausses sur le plan scientifique. Donc, la femme plus angoissée, j'étais en train de me dire, une autre peut-être façon, quand il dit la formule, ne pas savoir quel objet A, on est pour l'autre. Euh, Bah, j'étais en train de repenser au mathème du séminaire 20. Vous vous rappelez des flèches? La f- du côté homme, il y a une flèche qui va vers le côté femme, et au bout, c'est le petit a. Et Lacan nous dit, c'est sa façon idiote, fétichiste, pervers à un homme d'avoir un lien avec une femme, c'est de la réduire à un objet A, de la saisir comme objet A. Et il n'a qu'une seule façon d'avoir ce lien, alors que la femme en a deux. Il y a deux flèches, un vers le phallus et un vers l'autre jouissance. Alors je me disais, bah ouais, est-ce que l'angoisse, c'est pas justement du fait d'être réduite à ça, quoi, par exemple? Euh, pour expliquer cette formule, je me souviens, je crois que c'est dans le séminaire 16, devant un désir qu'une femme, devant un désir d'homme, un désir qui soit authentique, un truc comme ça, pour dire pas un désir un vrai désir, quoi, qui peut d'ailleurs, un désir, enfin, il faudrait retrouver le terme. Elle est angoissée. Est-ce que ça peut être, voilà, est-ce que le fait d'être réduit à l'objet A, ça peut être angoissant? Et puis, votre dernière question, être réduit à son corps, ça peut être cliniquement très parlant pour des situations de claustrophobie. Où est le désir de l'autre qu'en étant enfermé? Est-ce que la formule de Lacan au séminaire 10, euh,
En même temps, c'est peut-être pas de l'angoisse. Être enfermé, c'est peut-être de la peur, je ne sais pas. Mais être enfermé, être réduit à son corps, là, enfin, un certain corps. En tout cas, je me suis dit dans cette formule en 74, il faut pas oublier que déjà depuis le séminaire le 14, la logique du fantasme, l'autre, c'est le corps. Alors, vous voyez que ça complique un peu les choses. Le grand autre, c'est le corps. Et peut-être que cette phrase, être réduit à son corps, enfin, c'est surtout des questions, quoi. Voilà. Hmm. Ouais. Beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à Françoise, tu voulais intervenir. Ben, je veux bien rebondir sur cette question sur la femme et l'angoisse entre Lacan et Kierkegaard. En fait, on a dit déjà beaucoup de choses, mais pour Lacan, par exemple, si, comment se situe la femme dans le domaine de la jouissance, Lacan dit supérieure. Et alors, il a une formule qui dit que quand c'est ce que son lien au nœud du désir est beaucoup plus lâche. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ce rapport au désir, Elisabeth, tu l'as dit tout à l'heure, au désir de l'autre, c'est là qu'elle s'angoisse. Alors que pour l'homme, il y a quelque chose du côté de... Alors Lacan, il le développe beaucoup dans le séminaire, l'angoisse de la détumescence, de l'angoisse de la castration. Hein. On voit bien que là, dans le séminaire, l'angoisse, c'est vraiment la question, pas du phallus, mais du pénis, de l'organe réel, Du corps, oui, tout à fait. du corps, de On peut le l'organe dire, ouais. réel, qui est vraiment, et qui produit l'angoisse, l'angoisse chez l'homme. Et alors, comment on peut entendre ce lien entre le nœud du désir qui est beaucoup plus lâche, c'est-à-dire lâche, c'est distendu au fond, hein, chez la femme, et il dira aussi dans ce séminaire, alors c'est en lien avec ce qu'on dit, c'est que la femme ne manque de rien, Oui. c'est-à-dire qu'elle est plus à même d'être au plus près du réel. Et en plus, il rajoute une formule qui m'a toujours saisie. Il dit, j'avais travaillé un peu ce point-là, à partir de ton livre aussi, ça saute aux yeux. Il dit, elle ne manque de rien, pour dire plus loin, ça saute aux yeux. Mais qu'est-ce qui saute aux yeux? Et là, on voit bien que Lacan, il va à contrepoint complètement de Freud, avec cette histoire de pénis nine, de manque, Ouais. etc. Alors, c'est la proximité de la femme avec le réel. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Voilà. Après, il y a aussi une question qui m'intéresse beaucoup, c'est quand tu parles de claustrophobie et d'angoisse et de lien au corps. Pour rencontrer des patients claustrophobes en proie avec l'angoisse, c'est envahissant. Et là, c'est pas une angoisse nécessaire, c'est une angoisse ravageante en fait, hein. Mm, mm, Voilà. Voilà ce qui me vient, mais il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. On mm. passe vraiment de questions absolument cruciales au niveau de Trump. Moi, je suis très touchée par ces questions-là. Euh, on l'a élu, ce mec, en fait. On l'a élu, ce fou. Et il est là, pas angoissé, pas coupable, en train de mener sa mégalomanie dans le monde entier. Bon, enfin bref. Et puis si avec lui, Oui, bah là, ils font la paire avec Poutine, ça c'est sûr. c'est Et ça puis, le et pire, puis oui. d'autres. Hmm. Bon, Euh, voilà, c'est un peu mes réflexions, mais merci beaucoup parce que c'est passionnant toutes ces questions que tu nous as permis de mettre au travail. eh bien, merci Françoise de tes remarques. C'est vrai que effectivement, l'angoisse et le manque du manque, et si la femme ne manque de rien, eh bien voilà, c'est que FD. Elle est plus angoissée. S'il lui manque un manque. Elle est angoissée par le désir de l'autre. C'est là qu'elle fuit vraiment, dit-il. Voilà. Hmm. Alors pourquoi ça saute aux yeux, ça? Ça saute aux yeux de Lacan. Bah, si on prend la question de l'organe,
pénien en tant qu'organe, organe, bah oui, bah ça saute aux yeux, il n'y en a pas. Oui, mais elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien. Donc, euh, donc, si, ça peut se démontrer. Mais par contre, il faut une petite réflexion théorique, c'est-à-dire dans le réel, rien ne manque. C'est dans le symbolique, C'est effectivement, tout il à manque. fait ça, c'est le livre dans C'est la dans le symbolique bibliothèque. que ça saute aux yeux que le corps Tout d'une à femme, il fait. lui manque un truc Ouais, par rapport à l'homme. Mais effectivement, si elle est du côté du réel, ça saute aux yeux qu'elle ne manque de rien puisqu'il n'y a pas de manque dans le réel. Tout à fait. voilà. Et là, il a des réflexions sur quelle est la nature du manque dans le symbolique, dans l'imaginaire, dans le réel. C'est comme ça qu'il... Tout à fait. Oui, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes, peut-être parmi les cartélisants, qui voudraient soulever une question? Quentin, Patrick, tu voulais dire quelque chose? Je vois que tu as plus ton micro. Quentin, Hélène, on t'entend pas pour autant, hein, Patrick? Ah oui, non, on vous entend pas. Pourtant, le micro a l'air ouvert. Ah oui. Quentin, vous vouliez dire quelque chose? Jérôme et Lina, peut-être après. Remarque, oui. Allez, allez-y. Déjà, tout d'abord, merci, hein, parce qu'en effet, c'était une conférence qui ouvre beaucoup de questions intéressantes. J'ai beaucoup aimé votre terme de variation aussi, qui rappelle notamment la musique classique, en tout cas, autour d'un thème. Et en vous écoutant sur la dernière partie, je pensais il me semble, c'est peut-être plus une remarque qu'une question, à l'évocation dans Le malaise de la civilisation que Freud fait de Rousseau à partir de. Je crois que c'est le discours sur l'origine de l'inégalité et la question de la nature comme voilà, solution à l'humanité, là où Freud, c'est un certain renoncement à la pulsion qui quand même, dans la civilisation, justement, permet une certaine vie. Enfin, là où, voilà, je me demandais comment cet idéal rousseauiste peut-être ressort un petit peu dans une forme de radicalité aussi comme réponse à cette angoisse. Voilà, je me demandais ce que ça vous évoquait un peu. Oui, 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 mais si, si, vous avez raison. Mais je trouve que, oui, effectivement, il y a des discours sur le retour à la nature qui peuvent être effectivement critiquables. Euh, mais se focaliser là-dessus, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas la question. C'est pas la nature du problème. Alors, bon, voilà. Enfin, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. C'est quand même qu'il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça. Moi, il y a 10 ans, je me préoccupais, je m'intéressais à ces histoires d'écologie. Mais maintenant, c'est comme analyse que j'entends de plus en plus de jeunes gens, par exemple, orienter leur existence par rapport à des choix qui ont rapport avec ça sur quelle trace quel destin ils choisissent professionnellement, qu'est-ce qu'ils choisissent de faire de ce qui se passe, euh, et puis cette question de la peur, cette question de l'angoisse, enfin, ça dépend d'un tel, mais que c'est maintenant palpable. C'est maintenant palpable. Et puis, les gens qui font des choix aussi, qui s'imposent eux-mêmes de faire le choix de sacrifier certains enjeux consommation, qui culpabilisent, qui le regrettent, d'autres qui se sentent divisés. Enfin, je trouve qu'effectivement, ça devient quelque chose qui cliniquement maintenant occupe le divan, quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, est-ce qu'on a encore une ou deux questions à Maltais, Hélène, Stéphane? Bonsoir. Allez, Hélène Cazot, à vous. Bonsoir. Je rebondis à ce que vous disiez, monsieur Adam. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ce que vous venez de dire. Enfin, bonne nouvelle. C'est-à-dire que
on prend acte dans les façons de vivre de cette question. Donc, il me semble que c'est un contrepoint au désespoir. Voilà, et ça me fait questionner évidemment la question, l'articulation entre l'angoisse et l'acte, Oui, euh, qui me semble tout à fait. importante. Je n'en avais pas trop parlé là. Non, non, non. Hum, L'acte comme sortie de l'angoisse. oui, parce que bon, le réchauffement climatique, etc., fait beaucoup de choses sont angoissantes, mais à quel titre, quel statut elle a, cette angoisse, et comment on peut en user? Et alors l'acte, comment vous voyez le lien avec l'angoisse? Ben, c'est-à-dire, euh, elle peut être aussi un signal. On pourrait la considérer comme un signal de quelque chose au bord de l'acte, hein, juste avant l'acte. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un franchissement? Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait faire franchissement? Eh bien, vous savez, Kierkegaard, ça c'est une méditation de Kierkegaard qui a des concepts, l'acte moins, mais il appelait ça la décision. Et la décision, il la voyait, ça c'est aussi un concept kierkegaardien qui m'a toujours beaucoup plu, qu'il appelle le sceau. Le sceau, c'est le mode de représentation physique qui fait que vous n'avez pas de retour en arrière. Je trouve que c'est une bonne façon de montrer ce que c'est que la traversée du Rubicon comme acte pour César selon Lacan. C'est-à-dire un saut, il y a un côté pas de retour en arrière. Donc ça montre la dimension de franchissement un peu réelle qui va signer un avant et un après, dans lequel le sujet se transforme. Enfin, le sujet n'est plus le même. Et effectivement, l'acte, une psychanalyse lacanienne, si elle parle de l'angoisse comme constituante aussi, pas uniquement, mais doit mener à l'acte avec des termes kierkegaardiens, d'exister, de choisir que ça ait des conséquences en termes d'acte sur l'existence. Le- Si on remue tout ce passé, les historisations, les significations, très vite dans l'enseignement de Lacan, ça n'a de poids que pour le présent et le futur. Le passé n'est pas une fin en soi, donc c'est des généralités, mais vous avez tout à fait raison de dire qu'à l'angoisse, eh bien, il faut faire le pas. Alors, vous parlez d'angoisse constituante. Euh, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'en fait, il y a deux, entre guillemets, formules de l'angoisse, c'est-à-dire, enfin, au moins deux, enfin, il y a une angoisse, effectivement, qui peut être articulée à l'acte, et il y a cette angoisse que vous décrivez à la fin de votre conférence, qui semble plutôt un écrasement, euh, et, et je sais pas comment le nommer, un excès, enfin quelque chose en tout cas qui paralyse, voire même alors pour le coup, qui peut aboutir à, enfin, je sais pas, quelque chose de la passion de l'ignorance d'une certaine façon. De toute Oui, ou façon, même, c'est ce que disait François, c'est-à-dire il y a aussi une angoisse ravageante. Vous savez, Lacan faisait une espèce de clinique du sujet de la science à travers la figure d'Oppenheimer. Euh, je cherche, et puis après coup, dans les conséquences, c'est mon Dieu, qu'ai-je fait? Voilà ce que c'est la part d'ignorance du sujet de la science, qui n'est pas responsable de ce qu'il est en train de produire.
Bon, il suffit de lire l'histoire de la bombe atomique pour connaître cette affaire. Euh, on pourrait faire la clinique du sujet de la science d'aujourd'hui, c'est-à-dire il se passe des trucs chez les chercheurs, il y a des gens au GIEC qui a trop réfléchir sur ce qui est en train de se passer et qui voient que rien ne change, dépriment complètement. Il y a tout un tas de chercheurs, il y en a qui arrêtent, il y en a qui quittent ce travail et qui deviennent militants, activistes, lanceurs d'alerte, qui disent, mais enfin, c'est quand même tout à fait intéressant. C'est nouveau quand même, dans le rapport du désir de savoir et de la connaissance d'un côté par rapport au réel qui se profile, enfin, qui est là. Euh, et donc, bah oui, il y a une angoisse il y en a une qui pousse à agir, il y en a une qui écrase. Et bah, il y en a peut-être une aussi qui, comme vous venez de l'évoquer, qui pousse à fermer les yeux, littéralement. Enfin, Dans le look up, voilà, tout à fait, absolument, hein, ça fait penser au absolument. film, hein, donc Voilà. c'est terrible, hein, parce que en plus il y a cette espèce de perversité du système capitaliste qui finalement va se servir par les médias, c'est-à-dire qui va exploiter même l'activisme. Il y a ça aussi. Je voulais peut-être lire deux questions là, qui sont deux questions plus cliniques posées par Patrick Roux, puisqu'il n'a pas de son, mais il peut écrire. Alors, une première question qui renvoie effectivement au fait qu'il ne s'agit pas de déculpabiliser, mais par contre, il s'agit de désangoisser dans la clinique. Peut-être revenir sur ce point qui est quand même intéressant puisqu'on parle d'angoisse constituante et donc bon, peut-être que c'est pas sans rapport avec l'acte justement là, ce dont il était question à l'instant. Et puis une deuxième question, est-ce qu'on peut parler, puisqu'on a évoqué la claustrophobie, peut-on parler d'angoisse dans la claustrophobie, demande Patrick, puisque la phobie est une défense contre l'angoisse, une Oui, défense oui. contre l'angoisse convertie en peur. Voilà. Oui, tout à fait. Je répondrai pas à la première, mais à la seconde. Mais effectivement, c'est que si je me souviens bien, au séminaire L'Angoisse, là, quand on renverse les choses en disant, mais finalement, j'ai le souvenir que comme il éclaire l'angoisse avec l'histoire de l'objet A, il en revient à problématiser, mais finalement, de quoi a-t-on peur? On dit qu'on a peur de quelque chose. Ça semble régler les choses. Mais de quoi, au fond, a-t-on peur? Je trouve que l'exemple clinique qu'on prend de l'enfermement, de la claustrophobie, est extrêmement intéressant. De quoi a-t-on peur dans l'enfermement? Il n'y a pas d'atteinte narcissique de la lésion du corps propre. Euh, Est-ce que c'est une peur? On appelle ça phobos, bien sûr, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu la claustrophobie. Si, c'est l'idée de réduire à son corps. Euh, je, je- je pense que la clé de lecture, il y a une clé de lecture avec cette histoire de la peur de la peur. L'angoisse, attention, parce que hein, en 74, on peut plus trancher angoisse d'un côté, peur de l'autre. L'angoisse, c'est la peur de la peur. Euh, vous voyez que les choses se compliquent, hein. Peut-être une dernière question avant qu'on termine. Est-ce que Amalthée, peut-être, vous vouliez dire quelque chose? Vous avez... Allez, allez. Eh ben oui, moi j'étais très intéressée. Du coup, je me suis dit que dans le fond, c'était quand même bien compliqué l'angoisse pour peut-être quelque chose qui parle intuitivement à chacun. Et, je trouvais qu'avec Kierkegaard, je voulais revenir un petit peu parce que je trouvais que c'était bien que vous ayez pu faire le rapprochement entre le grand autre de Lacan et Dieu de Kierkegaard. Qui amène aussi un peu la question du religieux, du péché, Hmm. la question de l'acte. Enfin, c'est pour faire suite un peu à la question d'Hélène, puisque c'est une question. Et je me disais,
vous êtes revenu en parlant à la fois du néant, parce que de ce que j'ai compris, hein, peut-être Ouais, que je ouais. me trompe, mais c'est que l'angoisse, elle est avant le péché, au final, et qu'il y a à la fois du néant et le vertige de la liberté. Euh, et ça, je me disais, est-ce que vous pourriez en redire un mot de comment ça peut dialoguer avec Lacan, ces idées-là? Ah, ben, vous m'avez tout à fait bien écouté. Comment avec Lacan oui, oui, c'est un moment justement. Je crois que le terme d'après-coup est même dans Kierkegaard, sur le fait qu'il y a l'interdiction divine. Avant que le Dieu interdit, Adam ne sait pas qu'il pêche du fruit défendu. Donc, il y a une espèce de petit collapse entre, si c'est le vertige de la liberté, c'est qu'on a l'impression que c'est en amont d'avoir choisi. Et c'est pour ça qu'il réfléchit sur le fait qu'il y a quelque chose de réel dans cette histoire. C'est qu'il y a un petit paradoxe logique. Euh, la question de son choix, c'était pas un choix puisqu'il ne savait pas que c'était interdit. Et dans l'après-coup, effectivement, ça en devient un. Donc, on voit que cette angoisse-là, elle est un moment, euh, comment dire, un petit peu, comment le dire, pas indéterminé. Enfin, euh, en tout cas, quand il y a le premier, c'est pour ça qu'il réfléchit sur la question du premier péché, du premier choix. Et qui ensuite, bon, après, évidemment, quand l'homme sait que quelque chose a été interdit, qui fait que, après coup, ce qui a été voulu était l'objet d'un désir, et qui en plus, après, une fois que c'est interdit, va le rendre désirable. Et bon, ben, ça montre qu'il y a quelque chose là. C'est pour ça que Lacan, alors j'ai pris cette phrase-là, mais un Dieu, ça se rencontre dans le réel. Et comme tout réel est inaccessible, ça se signale parce qu'il ne trompe pas l'angoisse. Bon. Je crois que c'est la seule chose que je pourrais, la seule phrase que je pourrais vous donner pour. Mais il faut relire le séminaire Les noms du Père. Voilà. Pour peut-être, si votre question, c'est bien de savoir ce que Lacan dit de ce rapport à Dieu. Voilà. En quoi il peut intéresser la psychanalyse. Mais vous avez raison, il y a tout à fait un petit paradoxe logique. Bien. Alors, sauf dernière question ultime et très courte, mais je vois pas de petites mains où personne ne fait signe là. Donc, Ben, peut-être merci à vous. on peut s'en tenir là, mais c'est nous qui vous remercions très chaleureusement. C'est vraiment Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. de nous avoir apporté avec tant de générosité tous ces éléments pour nous mettre au travail. Bah, Donc, bon séminaire. D'ailleurs, j'ai pas évoqué dans le petit discours de Lacan au psychiatre, que je me disais que j'allais parler trop longtemps, mais il y a une autre référence qu'il faut aller voir pour votre séminaire qui est vachement intéressante. Le petit discours de Jacques Lacan au psychiatre de Oui, 1967. Il y a oui. aussi d'ailleurs une articulation avec l'angoisse, puisqu'il évoque les internes qui viennent le voir pour faire une analyse. Pourquoi ils font une analyse? Parce qu'ils veulent comprendre leurs patients. Et Lacan dit, mais ils ont tout faux. On ne fait pas d'analyse pour aller comprendre ses patients. Et il dit, il y en a une par contre, elle était plus futée que les autres. Elle venait me voir parce qu'elle disait que la rencontre avec le fou, ça l'angoissait. Et c'est là qu'il dit, le fou, c'est l'homme libre. Eh bien, il parle de l'angoisse, justement, face à celui qui est libre, qui est, on pourrait dire, qui est dans le vertige du possible aussi. Il parle du psychiatre concerné à ce moment-là. Et voilà, l'angoisse, voilà, c'est le signe que vous êtes concerné. Mm. Et donc, ça aussi, c'est une facette de l'angoisse qui est productrice. Quand on est angoissé, c'est qu'on est concerné. Oui, oui. Et on voit les gens pas concernés par ce qui se passe, quoi. bon, mais écoutez, merci, un grand Bon merci. séminaire. Merci à Merci Rodolphe de cette belle ouverture. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.